Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce double podcast consacré à Sigmund Freud et à la psychanalyse. Je m'appelle Marc-André Coton, je suis psychohistorien, anime le site Regard Conscient depuis une vingtaine d'années. Ce projet de recherche s'est donné pour but de mettre au jour les liens qui existent entre nos vécus d'enfance et notre vie présente, car vous le savez, nous sommes habités par des ressentis, par des expériences émanant de l'enfance qui parfois s'imposent à nous de manière inattendue. Nous avons été formés, certains diraient formatés, par notre environnement social, par le rapport que nos parents ont eu avec nous, par les rôles qui nous ont été assignés dans l'enfance, et nous avons construit notre identité autour de cet héritage. Un héritage que nous transmettons à notre tour et qui peut s'avérer problématique s'il n'est pas revisité. Ce que je vous propose dans ces deux podcasts autour de Sigmund Freud, c'est d'ébaucher ce travail justement, de voir comment l'histoire familiale et personnelle du père de la psychanalyse s'est glissée dans sa pensée à son insu, et à l'insu de nombreux biographes, vous le constaterez. Nous allons prendre ensemble un peu de distance et nous demander dans quelle mesure son œuvre est le reflet de ce que j'appellerais la problématique de Freud, sa place au sein de son époque, son héritage culturel et surtout les non-dits familiaux avec lesquels il a dû composer. Nous verrons comment sa pensée a évolué, notamment sur la question des traumatismes, et pourquoi il s'est finalement détourné de ses premières découvertes. Nous verrons comment tout cela parle, malgré lui, de son histoire, car au-delà des polémiques sur la psychanalyse, et on sait qu'elles sont nombreuses, c'est en effet de conscience qu'il s'agit, la conscience que nous pouvons avoir des causes et de leurs conséquences. Chez Freud, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout dans nos propres histoires familiales et personnelles. Voici donc le second volet de ce tandem dans lequel nous allons déconstruire son fameux complexe d'Oedipe pour constater qu'il est l'exact reflet d'une problématique familiale non résolue. Il sera aussi question de fantasmes et d'abus sexuels sur lesquels Freud avait un point de vue discutable. Nous parlerons de sa mère, de son rapport à l'éducation et à ce que Freud appelait la féminité primordiale. Nous verrons l'importance de déconstruire la pensée freudienne pour sortir d'une représentation adultiste, voire machiste des rapports sociaux. Enfin, je formulerai des hypothèses pour tenter de comprendre pourquoi la psychanalyse tient encore une telle place dans les formations au métier de la petite enfance et à l'accompagnement psychologique, surtout en France, bien qu'elle n'ait aucun fondement scientifique. Mais voici sans plus tarder une perspective inédite sur ce pilier central de la pensée freudienne qu'est le complexe d'Oedipe. La tragédie d'Oedipe a été interprétée par Freud comme l'histoire d'un fils qui tue son père, alors que la légende nous dit le contraire. L'intention meurtrière était le fait du père d'Oedipe, Laios. Laios avait violé le jeune Chrysippe, qui s'était suicidé, puis avait ordonné l'infanticide de son fils, premier-né, en l'exposant l'enfant attaché par les pieds aux bêtes sauvages. Un oracle lui avait en effet prédit qu'il serait tué par ce fils, si bien que Laios pensa ainsi s'en prémunir d'une manière radicale. La pratique de l'infanticide était d'ailleurs courante dans l'Antiquité, tout comme la pédérastie. Mais bébé Oedipe fut recueilli par un berger, qui le confia par la suite au roi Polybe et à la reine Mérope, qui régnait sur Corinthe et n'avait pas de descendance. Chose intéressante, Oedipe fut nommé d'après un symptôme, puisque son prénom signifie pied enflé. Oedipe. C'est ce symptôme qui contribuera par la suite à révéler la vérité sur ses origines. Mais quelle vérité? Tout d'abord, Oedipe a bien tué son père biologique, mais sans le savoir, et en écho au crime commis par Laios contre Chrysippe et contre lui-même. C'est donc le père, et non le fils, qui a porté atteinte à la vie. Deuxièmement, la faute du père est d'ordre sexuel, c'est le viol commis sur une jeune personne, Chrysippe. Dans la légende, la peste qui s'est répandue sur Thèbes désigne d'ailleurs les coupables. Elle ne tue que les hommes. Finalement, Oedipe, devenu roi de Thèbes et ayant eu 3 enfants avec sa propre mère, Jocaste, se crève les yeux lorsqu'il découvre le poteau rose. La troisième faute du père est donc une atteinte au dévoilement de la vérité par son fils. Dans la tragédie de Sophocle, Oedipe s'aveugle plutôt que de mettre en cause la violence de son père. Alors, quel parallèle peut-on faire avec l'histoire de Freud et en particulier la figure de Jacob? Jacob Freud a aussi commis plusieurs fautes qu'il a fallu cacher.
Sa relation coupable avec sa seconde femme, Rebecca, qu'il a vraisemblablement répudiée et dont la mort reste obscure. La conception hors mariage de Sigmund, s'il est effectivement né le 6 mars 1856, puisque ses parents se sont mariés le 29 juillet de l'année suivante, de l'année précédente. Les abus sexuels infligés, on l'a vu, à ses enfants. Freud lui-même, tout comme Oedipe, a fait un chemin vers la révélation de ses fautes en élaborant sa théorie de la séduction. Mais vous l'avez compris, si vous avez écouté le premier épisode de ce double podcast, Freud s'aveugle à la mort de son père. Et 1 an après, il l'innocente complètement en inventant le complexe d'Oedipe. On peut donc avancer que cette seconde thèse, qui deviendra la théorie des pulsions, est ce qu'Alice Miller nommera une théorie bouclier, c'est-à-dire une structure qui lui permet de continuer de faire obstacle au dévoilement de la vérité, de préserver la mémoire de son père et de la dissocier de la souffrance que lui a occasionnée cette relation. Si vous avez en tête le visage grave et austère du père de Sigmund Freud, vous pouvez peut-être entrevoir l'effet de son regard sur l'enfant, les interrogations qu'il a pu susciter en lui et la manière dont Freud a cherché à y répondre par la suite. Il a par exemple reproché à son père son manque de détermination à dénoncer les marques d'antisémitisme dont il était la victime, une sorte de résignation que le fils ne pouvait supporter. Sa propre volonté de mettre au jour la vérité sur l'âme humaine, son ambition personnelle et sa quête de puissante figure paternelle témoignent certainement de cette souffrance. Mais Freud n'a pu dénoncer plus avant les abus commis par son père, peut-être parce qu'il avait peur de le condamner à son tour. On connaît l'énergie que Freud a mise par la suite pour protéger tous les pères abuseurs en échafaudant sa seconde théorie dite des pulsions. Cela montre bien que les terreurs issues de l'enfance, à l'origine de l'interdit de mettre en cause nos parents, nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Chose intéressante, dans sa lettre du 21 septembre 1897, où il dit ne plus croire à sa théorie de la séduction, Freud confie aussi, et je le cite, l'absence de tout sentiment de honte. Wilhelm Fliess a fait certainement partie de ceux sur lesquels Freud a projeté le plus longtemps l'ambivalence qu'il vivait à l'endroit de son père. Il est allé jusqu'à lui sacrifier sa première intuition sur l'origine traumatique des névroses. On sait en effet que Fliess avait une conception biologique, voire cyclique, du développement sexuel, qui n'était pas compatible avec les premières découvertes de Freud. Leur correspondance, dont n'ont été conservées que les lettres de Freud à Fliess, montre le parcours de son renoncement. Le fils de Freud, Robert, a d'ailleurs fait état d'une forme particulière de psychose affectant la vie sexuelle de son père, une psychose qu'il a qualifiée d'ambulatoire. Pour le monde extérieur, Fliess était un érudit, mais dans l'intimité, il battait ses enfants et les a vraisemblablement abusés sexuellement. Convaincu de l'origine traumatique des névroses et devenu psychothérapeute, Robert Fliess en a fait allusion de manière suffisamment explicite. Je le cite. « Je ne peux donc que dire en passant que l'enfant d'un tel parent devient l'objet d'une agression générale, maltraitée et presque battue à mort, et d'une sexualité perverse qui arrête à peine la barrière de l'inceste, il ou elle étant séduit de façon extrêmement bizarre par les parents et à sa propre instigation par d'autres. » Fin de citation. Donc on voit plus précisément qu'en offrant à Fliess son complexe d'Oedipe et sa théorie des pulsions, Freud innocentait ce dernier tout comme il innocentait son père. Alors en quoi consiste cette seconde théorie ? Mon but n'est pas de faire un exposé complet sur la question, mais d'en comprendre les implications éducatives en particulier, notamment. Prenons d'abord la notion de fantasme, aujourd'hui associée à Freud et à la psychanalyse, à juste titre d'ailleurs. Un fantasme, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui a été rêvé. La première caractéristique de la théorie des pulsions, c'est que l'abus n'est pas réel, mais fantasmé. Il proviendrait du désir de la personne, autrement dit, ce serait de sa propre faute si elle souffre. Elle n'aurait pas résolu sa culpabilité oedipienne. En abandonnant la théorie de la séduction pour celle des pulsions, Freud laisse donc l'idée que le symptôme puisse être un guide vers la guérison.
Il va complexifier son édifice pendant le restant de ses jours, puisque sa première topique date de 1905, avec 3 essais sur la théorie sexuelle, et la seconde topique de 1920, avec Au-delà du principe de plaisir. C'est dans le texte de 1905 que l'on trouve cette fameuse citation que je vous lis dans le contexte. « Il est instructif de constater que l'enfant, sous l'influence de la séduction, peut devenir pervers polymorphe, pouvant être dévoyé vers tous les outrepassements possibles. Cela montre que dans sa prédisposition, il en apporte avec lui l'aptitude. » Fin de citation. Autrement dit, si l'enfant peut devenir pervers, c'est qu'il l'est au départ. On remarque encore quelques traces de sa première théorie, celle de la séduction. Le rôle du père maintenant, qui d'abuseur passe au statut d'éducateur. C'est lui, le père, qui doit permettre à son fils de sortir de l'Oedipe par la menace de castration. En 1925, Freud écrit « Le complexe d'Oedipe périt de la menace de castration ». Entendez la répression éducative. Sur la question stricte des châtiments corporels, Freud s'est montré discret et ses écrits ont fait l'objet d'interprétations. Il est clair cependant que l'enfant doit apprendre à maîtriser ses pulsions. Dans ses nouvelles conférences, qui datent de 1933, il souligne le double écueil du laisser-faire et de la frustration, mais insiste finalement sur cette dernière. Il faut, écrit-il, que l'éducation inhibe, interdise, réprime. Il insiste sur l'importance que l'enfant intériorise les interdits. Dans sa seconde topique, il oppose la pulsion de vie et la pulsion de mort, et l'âge aidant, peut-être, il semble que la mort prenne toujours le dessus. Tout cela va conduire Freud dans une impasse. Dans Malaise dans la civilisation, qui date de 1929, Freud écrit « La civilisation domine donc la dangereuse ardeur agressive de l'individu en affaiblissant celui-ci et en le désarmant et en le faisant surveiller par l'entremise d'une instance en lui-même, telle une garnison placée dans une ville conquise. » Fin de citation. Alors, nous sommes entre deux guerres. La civilisation germanique est la plus aboutie et la plus répressive en matière d'éducation. Pensons à la pédagogie noire, mise en évidence par Alice Miller. Et c'est l'Allemagne qui s'apprête à mettre l'Europe à feu et à sang. On voit donc que Freud mène un combat sans fin contre cette pulsion de mort qui est une conséquence lointaine de l'abandon de sa théorie de la séduction. Celle qui plaçait au contraire le traumatisme au cœur de la maladie psychique. Pour visualiser la complexification de la pensée freudienne, prenons les représentations graphiques habituelles des deux topiques de sa théorie des pulsions. La première date de 1905 et se contente de figurer un iceberg avec au-dessus de la surface le conscient et au-dessous le préconscient et l'inconscient. Mais dans sa seconde représentation, présentée 20 ans plus tard, Freud dessine sous la surface un appareil plus complexe où figurent le ça, le moi et le surmoi. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir que sa représentation de la psyché humaine s'est compartimentée au fil des ans. On parlerait aujourd'hui de dissociation. Il n'y a pas d'unité possible, pas de réconciliation possible, et c'est désespérant. Ce que Freud appelle les instances de l'appareil psychique, donc le ça, le moi et le surmoi, sont en concurrence pour la domination de l'esprit. C'est une véritable ménagerie. Le ça serait le siège des pulsions, auquel on ne peut se soustraire. Le moi serait le siège de la personnalité, tentant de trouver un compromis entre les pulsions et les règles sociales, entre ce que Freud nommait le principe de plaisir et celui de la réalité. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison, écrit Freud. Enfin, le surmoi serait le siège des interdits parentaux intériorisés à la suite de la résolution du complexe d'Oedipe. C'est un complexe, c'est un concept, donc le surmoi, qui est d'ailleurs passé dans le langage courant comme le siège de la conscience morale par l'entremise du sentiment de culpabilité. Dans un article intitulé « Comment le surmoi nous protège », le magazine Psychologie écrit par exemple que le surmoi détermine notre aptitude à vivre avec les autres. Sur la base de la théorie des pulsions, des psychologues justifient la maltraitance émotionnelle comme le fait d'isoler un enfant dans sa chambre. Dans un ouvrage au titre explicite, Un fil dans ta chambre, et dont je ne citerai pas l'autrice, on peut lire ceci.
Je cite, la psychanalyse a observé depuis bien longtemps la violence originelle du petit enfant. Une très large majorité de psychologues admet cette réalité pulsionnelle, un enfant est par essence déviant, puisqu'il apprend progressivement la réalité, ses limites entre des désirs tout-puissants et le principe de réalité. Fin de citation. D'ailleurs, l'ouvrage présente sur sa couverture une girafe qui rappelle la communication non violente et qui laisse entendre que l'autrice serait une adepte de la parentalité bienveillante. Elle la dénonce au contraire vivement. L'ensemble de cet ouvrage destiné au grand public est en effet consacré à l'intériorisation par l'enfant des interdits fixés par les adultes. Le père doit incarner la loi, intimider l'enfant, il faut frustrer l'enfant pour qu'il intègre les règles, c'est-à-dire le punir. Et je cite encore, « Il ne faut pas, nous dit l'autrice, hésiter à laisser l'enfant au-delà de 4 ans une demi-heure ou plus dans sa chambre, car l'enjeu, ne l'oublions pas, est de lui faire passer un moment assez inconfortable pour qu'il ne recommence pas. » Fin de citation. Vous voyez que la conception freudienne de l'appareil psychique reste une référence explicative pour nombre de nos contemporains. C'est une structure destinée finalement à tenir la vérité à distance, la vérité des traumatismes tout d'abord, et la responsabilité des adultes dans la survenance de ces traumatismes chez l'enfant, l'inversion de la causalité qui aboutit à faire porter à l'enfant la responsabilité des conséquences des maltraitances qu'il a subies, donc la fameuse théorie des pulsions. Et s'il en est ainsi, on comprend mieux le succès de la pensée freudienne qui donne raison à nos éducateurs, qui justifie les structures que nous avons mises en place pour ne pas sentir. Ne pas sentir que nous avons souffert dans notre enfance parce que nos parents n'ont pas répondu à nos besoins. Ne pas sentir que notre désir de comprendre a été constamment entravé par nos éducateurs au point que, à l'âge adulte, nous ne comprenons effectivement plus rien de ce que nous vivons. Et peut-être ne pas sentir que nos contemporains sont dans le même état d'ignorance, ce qui est assez inquiétant. Alors tentons maintenant d'entrer plus en avant dans la compréhension de Freud en examinant quelques éléments biographiques relatifs aux premières années de sa vie. Comment se sont établis les fondements de sa vie affective? Chose curieuse pour cet explorateur de la psyché humaine, la pensée humaine, Freud n'a que peu visité les débuts de son existence. C'est une époque qu'il qualifia même de préhistorique, dans une lettre à Wilhelm Fliess, tout en indiquant qu'elle est la source de l'inconscient et qu'elle alimente à elle seule l'étiologie de toutes les psychonévroses. Son biographe, Ernest Jones, pensait que Freud devait avoir des motifs très puissants pour dissimuler aux autres et sans doute à lui-même une phase si importante de son évolution. On se souvient qu'Amalia Nathanson Freud n'avait pas 21 ans lorsque son premier fils vint au monde. Tout juste mariée à un homme qui avait 2 fois son âge et qu'elle ne connaissait guère, la jeune et belle femme venait de quitter Vienne, une métropole rayonnante à l'instar de Paris. Enceinte, elle se trouvait à Freiberg, une petite ville de Moravie où son conjoint dirigeait un commerce de textile peu profitable. On ignore d'ailleurs les raisons d'une telle union, mais un coup de foudre semble improbable. Soulignant le sexisme de l'époque, plusieurs investigatrices avancent même qu'Amalia aurait été vendue à Jacob Freud, déjà veuf et père de 2 jeunes hommes, pour la punir d'une liaison amoureuse que sa famille réprouvait. Nous reviendrons sur ces hypothèses. On ne peut qu'imaginer le désordre de la jeune femme qui, sans doute pour compenser son désespoir, allait vouer à son aîné un culte sans bornes. On se souvient que l'enfant était né coiffé d'un morceau de sac amniotique, signe que la croyance populaire interprétait comme une promesse de bonne fortune. Amalia chérissait les anecdotes qui la confortaient dans ce sens. Elle racontait qu'un parfait inconnu rencontré dans une pâtisserie s'était exclamé en regardant son garçon « Ah, vous êtes une mère chanceuse, un jour le monde entier parlera de ce petit bonhomme. » Freud dira avoir maintes fois ressenti en lui cette ambition de reconnaissance sans réaliser qu'il portait là les aspirations de sa mère. Dans l'interprétation du rêve, il se demande par exemple si sa soif de grandeur viendrait de la prophétie qu'une vieille paysanne avait faite à sa mère lors de sa naissance. « Votre fils sera un grand homme. » À l'âge de 11 ou 12 ans,
Freud se souvient aussi qu'un bonimenteur avait prédit à ses parents que leur fils serait un jour ministre. Peu après la mort de Freud, sa sœur Anna écrira « Peut-être que la confiance de ma mère dans le destin de Sigmund joua un rôle crucial sur le cours de sa vie. » Amalia mit au monde 7 autres enfants dans la décennie suivante, soit pratiquement un par année. Son fils, deuxième-né, mourut 6 mois après sa naissance, le 15 avril 1858, et les archives de la communauté juive de Vienne ont montré que le frère d'Amalia, également prénommé Julius, était mort d'une tuberculose 1 mois auparavant à l'âge de 20 ans. Cette double perte aura profondément affecté la jeune mère, enceinte d'un 3e bébé, et bien sûr le jeune Sigmund, alors âgé de 2 ans. Dans une lettre à Wilhelm Fliess, il avait écrit avoir salué la venue de son jeune frère avec une véritable jalousie d'enfant. Sa mort, écrit Freud, a laissé en moi le germe de reproche. Entendons par là qu'il s'en est senti coupable. Dans une autre lettre à Fliess, il suggère que la disparition de son frère serait à l'origine de nombreuses crises d'angoisse. Vers ses 6 ans, Amalia assura à son fils que nous étions tous faits de terre et devions donc y retourner après la mort. Comme Sigmund était incrédule, elle frotta ses paumes de main pour en détacher quelques peaux mortes, en guise de preuve. Le jeune Freud fut stupéfait par cette démonstration oculaire. Dans l'interprétation du rêve, il écrit « Je me résignais à ce que plus tard j'appris à formuler « Tu dois rendre ta vie à la nature ». Assurément, Amalia s'était sentie responsable du décès de son frère, Julius, qu'elle avait dû laisser en quittant Vienne. Cette culpabilité avait été exacerbée par la mort de son second fils, portant le même prénom, de sorte qu'une ambiance mortifère et dépressive régnait dans l'entourage du jeune Sigmund. Et Freud n'a certainement pas mesuré l'impact de ce vécu maternel, resté irrésolu, sur la suite de son existence marquée par une profonde fascination pour la mort. En 1920, lorsqu'il inventa la pulsion de mort, il la décrit à la manière de sa mère, comme la tendance fondamentale de tout être vivant à retourner à l'état inorganique. Mais revenons aux premiers mois de sa vie. À demi-mot, Freud a confié avoir été allaité par sa mère, mais n'a pas précisé la durée de ce nourrissage. Dans l'interprétation du rêve, il évoque, je cite, « la mère qui donne la vie, et aussi, c'est mon cas, la première nourriture aux vivants. Le sein de la femme évoque à la fois la faim et l'amour. » Fin de citation. On peut penser que ce fut loin d'être satisfaisant pour lui. Dans le développement de sa théorie sur la sexualité infantile, il décrit en effet le suçotement comme une répétition rythmique et voluptueuse d'un contact de succion dont la finalité alimentaire est exclue. Il y voit l'un des traits essentiels de l'activité sexuelle du nourrisson. On sait qu'un bébé cherchant d'instinct le sein maternel, mais ne le trouvant pas, va compenser ce manque vers une autre région de la peau. Mais Freud conclut que ces enfants se livrent à une activité auto-érotique et pourraient avoir, à l'âge adulte, un sérieux motif pour boire et pour fumer. Nous savons que tel était le cas de Freud, qui fumait jusqu'à 20 cigares par jour dans un rituel compensatoire élaboré. Quand ses collègues se réunissaient chez lui, l'air était saturé de nicotine et nombre d'entre eux devinrent de gros fumeurs pour ne pas décevoir le maître en refusant de partager son addiction. Même la perspective d'une mort certaine ne put l'en détourner. Sans doute ces moments d'intimité et d'intense volupté le ramenaient à une mère qui n'avait jamais eu et qui seule aurait pu le satisfaire pleinement. La séparation était aussi au cœur des angoisses de Freud. Dans une lettre à son ami Fliess, il décrit un rêve récurrent qui le tourmente depuis longtemps. « Je ne trouve pas ma mère, je hurle comme un désespéré. » Son demi-frère Philippe, de 20 ans plus âgé, lui ouvre alors un coffre où elle n'est pas non plus. L'enfant hurle plus encore jusqu'à ce qu'Amélia apparaisse à la porte, svelte et belle. Sur la base de ce rêve, de cette association, Freud interrogea sa mère sur la disparition de leur bonne d'enfant, révélant malgré lui de bien curieuses circonstances. À Freiberg, les Freud avaient coutume de laisser leurs jeunes enfants à une vieille tchèque très catholique du nom de Monika Zajíc. Ce fut le cas pour Sigmund,
avec la mort de Julius, avec la 3e grossesse d'Amalia et avec la naissance de sa jeune sœur Anna. Surnommée Nanny, elle s'était prise d'affection pour lui, l'emmenait à l'église, lui parlait du bon Dieu catholique. Monika Zejdzik fut accusée de vol, renvoyée et emprisonnée lorsque Sigmund avait à peine 3 ans. On comprend mieux le rêve du coffre qui évoque la détention de la bonne, autant que la nouvelle grossesse d'Amalia. Et si le motif réel du renvoi de Nanny n'est pas certain, la disparition de cette maman de substitution eut pour effet de raviver chez le bambin la souffrance de la séparation maternelle. Elle devait signifier la distance qu'Amalia avait imposée à son premier-né, avec l'arrivée des suivants, et l'insécurité de Sigmund, qui l'eut alors refoulé. Voici ce que Freud en dit dans Psychopathologie de la vie quotidienne, et je le cite. « L'enfant qui n'a pas 3 ans a compris que la petite sœur qui vient d'arriver a poussé dans le ventre de sa mère. Cette naissance ne lui agrée pas du tout, et méfiant, il s'inquiète de ce que le ventre de sa mère pourrait receler d'autres enfants. L'armoire ou le coffre est pour lui un symbole de ce ventre maternel. » Fin de citation. L'épisode du coffre précède d'ailleurs de peu une autre rupture qui fut pour Freud une cause de profonde affliction, le départ définitif de la famille pour Leipzig, puis pour Vienne 1 an plus tard. Alors, comment comprendre les sentiments ambivalents d'Amalia pour son Siggy en or, comme elle aimait l'appeler, tout en lui accordant d'innombrables privilèges? En présence d'étrangers, elle se montrait aimable, mais ses proches la décrivirent comme un tyran domestique, au tempérament volatile. Personne n'enviait Dolphy, sa fille restée célibataire, vouée aux soins d'une mère vieillissante, dont le fils de Freud disait qu'elle était une tornade. Dans leur appartement de Vienne, et pour qu'il puisse étudier, Sigmund avait une chambre éclairée par une lampe à huile, tandis que les 8 autres membres de la famille s'entassaient dans les 2 pièces restantes et se contentaient de bougies. Tout cela occasionna des jalousies, mais en retour, Freud ne rendait à sa mère guère plus qu'une courtoisie filiale et en parlait très peu. Ses visites lui causaient des troubles intestinaux, le ramenant sans doute au petit garçon de Freiberg qui implorait un peu de tendresse en contrôlant son agressivité. Dans sa 5e conférence sur la féminité, il écrit « La mère peut reporter sur son fils tout l'orgueil qu'il ne lui a pas été permis d'avoir d'elle-même. » Fin de citation. Sigmund était certes son préféré, mais Amalia attendait en retour la pleine satisfaction de ses exigences et le respect du rôle qu'elle lui avait attribué dès sa naissance. Au décès d'Amalia, à l'âge de 90 ans, Freud éprouvera un soulagement, un sentiment de délivrance, car, disait-il, il était soulagé de ne pas être mort avant elle. Chose inhabituelle, il n'assistera pas à son enterrement. Tout laisse à penser que Freud a reporté sur son entourage cette douloureuse problématique héritée de sa mère, en particulier sur Martha, sa fiancée et future femme. Les jeunes gens s'étaient rencontrés au printemps 1882, mais Freud conditionna leur mariage à l'obtention d'un cabinet de consultation à Vienne, de sorte que leurs fiançailles durèrent plus de 4 ans. Séparés géographiquement, les fiancés s'écrivaient presque quotidiennement et leurs lettres ont été conservées. La jalousie quasi maladive dont Freud souffrait y est manifeste. Le jeune homme lui demande par exemple de renoncer à toute relation qu'il n'approuve pas, à son frère Élie, et à sa mère en particulier que Freud juge capricieuse et sans cœur. Il veut la soustraire à son influence en la faisant venir à Vienne, mais entre dans une colère noire parce qu'elle le ferait pour soulager sa mère. Il lui écrit « S'il en est ainsi, c'est que tu es mon ennemi. Si tu n'es pas capable de suffisamment m'aimer pour renoncer en ma faveur à ta famille, tu me perdras, tu briseras ma vie, sans pour cela obtenir quoi que ce soit des tiens. » Fin de citation. D'autres extraits dévoilent les reproches qu'il adresse en réalité à sa mauvaise mère par personne interposée et sa frustration d'un attachement maternel sécurisant que trahit une extrême possessivité. « Ne le prends pas mal, lui écrit-il encore.
Je ne te laisserai à personne et personne ne te mérite. Aucun autre amour n'est comparable au mien. Cette peur de perdre l'être aimé transparaît enfin dans la correspondance passionnée qu'il entretiendra avec son ami Fliss, un médecin berlinois dont la fréquentation épisodique compensait un besoin inassouvi de proximité maternelle, tout au moins peut-on le penser, hein, car Freud projette par exemple un voyage à Berlin, où habite Fliss, et lui écrit depuis Venise, où il séjourne avec son frère. Je serai, dit-il, à l'affût de chaque heure que tu auras de libre pour te la soustraire. J'espère que j'espère te trouver aussi bien que je suis moi-même maintenant, et j'espère aussi être assez longtemps chez toi et avec toi pour ne pas ressentir de manque. Fin de citation. Avec Fliss et d'autres figures nourricières qui jalonnèrent son parcours de vie, Freud devait revivre le douloureux cortège de trahison et de rupture qui marquèrent sa prime enfance, et nourrir un ressentiment opiniâtre envers la féminité primordiale, symbole d'une relation préhistorique frustrante avec sa mère. Son regard sur la féminité et sur les femmes en général a en effet de quoi surprendre. Prenons cette citation datant de 1905, celle-là même où il parle de la perversité polymorphe de l'enfant, et je le cite. « À cet égard, l'enfant ne se comporte pas autrement que comme la femme moyenne inculte, chez qui subsiste la même prédisposition perverse polymorphe. Dans les conditions habituelles, celle-ci peut rester à peu près normale sexuellement, mais sous la conduite d'un habile séducteur, elle prendra goût à toutes les perversions et en maintiendra l'usage dans son activité sexuelle. » Fin de citation. Sur cette même page, Freud considère le nombre immense de femmes prostituées et toutes celles auxquelles il faut accorder, selon lui, des aptitudes à la prostitution. Il conclut à une égale prédisposition à toutes les perversions, chez les femmes comme chez les enfants, mais ne parle jamais des hommes. D'où peut provenir cet angle mort de la pensée freudienne? Dans les quelques extraits que je viens de citer, donc de sa correspondance avec Martha, on note que Freud voit sa fiancée, Martha, comme une ennemie, en puissance, susceptible de briser sa vie si elle ne répond pas à ses exigences. Comme dans cette phrase, « S'il en est ainsi, c'est que tu es mon ennemi ». Freud lui demande de renoncer à ses propres besoins comme preuve de son amour pour lui. « Je ne te laisserai à personne et personne ne te mérite ». Il place enfin très haut son propre amour pour elle. « Aucun amour n'est comparable au mien ». Il se saisit donc de Martha comme d'un objet voué à la satisfaction de ses désirs et ne cache pas sa colère si elle fait mine de ne pas vouloir le faire. Or, Freud lui-même a parlé de la mère comme d'un objet livré aux pulsions agressives du bébé. Il a ainsi théorisé son propre ressenti lié aux frustrations de besoins essentiels des premiers mois de son existence, mais sans se reconnecter lui-même à cette souffrance. Bébé, il aurait eu besoin que sa mère l'accueille avec amour, le nourrisse de son sein sans retenue et soit toujours là pour lui. C'est à partir de cette empreinte de frustration et de colère qu'il justifiera son regard sur la féminité. À défaut d'accueillir cette souffrance préhistorique, il ne pourra donc pas reconnaître l'importance de l'accueil inconditionnel d'une mère pour son bébé, ni la spontanéité naturelle de l'enfant aux prises avec les jugements négatifs qu'en ont les adultes. Si bébé pleure, c'est qu'il est capricieux, agressif s'il a faim et qu'il demande le sein, et bien sûr, fondamentalement pervers par nature. On voit donc poindre les racines d'un patriarcat qui pose comme base de la hiérarchie sociale la maîtrise par l'enfant de ses pulsions via la répression éducative. On l'a vu, Freud ménage les abuseurs, avance que les pères doivent s'imposer en tiers séparateurs pour éloigner les mères de leurs enfants. Mais plus encore, Freud pose le mal au plus intime de l'être féminin au centre de sa sexualité. Or, pour qu'une fille en vienne à se sentir honteuse de son genre, il faut lui faire subir toutes sortes d'humiliations et de persécutions. Elle souffrirait d'un complexe de castration identifié par la seule différence anatomique entre le garçon et la fille. Ainsi, avec Freud, les hommes nourrissent-ils la croyance que les femmes sont des êtres inférieurs, sans âme, obsédés par le sexe, et qu'il faut les surveiller, les soumettre.
Alors pourquoi la psychanalyse freudienne tient-elle encore une telle place dans le cursus de formation de métier de la relation d'aide et autres champs psy? Pourquoi ces concepts sont-ils souvent invoqués? Eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'elle nous conforte dans cette structure sociale existante dans laquelle l'adultisme, l'ascendant du masculin sur le féminin font office de fondamentaux culturels. Invoquer Freud et sa psychanalyse, c'est trouver bien souvent matière à justifier la reproduction des rôles sociaux auxquels il nous est difficile d'échapper. Nous voici donc au terme de ce double podcast consacré à Sigmund Freud et à sa famille, ainsi qu'à son œuvre, évidemment, à la psychanalyse. Nous avons vu que Freud était un précurseur, qui dans un premier temps a clairement fait le lien entre les traumatismes d'ordre sexuel et les névroses qui en découlaient. C'est ce qu'il communique dans son Étiologie de l'hystérie de 1896, un texte fondateur qui introduit sa théorie dite de la séduction. Nous avons vu qu'il fut alors confronté à la réprobation de ses pairs et qu'il a craint pour sa réputation. Il a écrit clairement qu'il ne voulait pas mettre en cause les abuseurs, son propre père en particulier. Son invention du complexe d'Oedipe est la conséquence de ce revirement. L'Oedipe freudien est l'exact reflet de la problématique de la famille Freud. C'est un concept qui innocente le père et reporte la culpabilité du meurtre sur le fils et plus largement sur l'enfant. Freud en vient à concevoir chez l'enfant une série de pulsions qui font de lui un être fondamentalement manipulateur, voire malfaisant. En conséquence, nous dit Freud, l'enfant doit intérioriser les interdits parentaux sous la menace de castration, une métaphore symbolisant la répression éducative. Or, un rapide examen des premiers mois de sa vie nous montre que le petit Sigmund n'a pas reçu de sa mère la satisfaction de ses besoins essentiels. À l'âge adulte, Freud est encore habité par une problématique d'attachement insécure, qui transparaît notamment dans sa relation à sa fiancée, Martha, mais surtout dans le regard qu'il porte sur la relation entre une mère et son enfant. Pour Freud, il est nécessaire qu'un tiers, généralement la mère, s'immisce dans cette intimité pour séparer l'enfant de sa mère. Et c'est exactement ce qu'il a vécu. Mais cette problématique le conduit également à porter un regard méprisant sur la féminité, qu'il juge perverse par nature. Freud pose le mal au plus intime de l'être féminin au centre de sa sexualité, et c'est ainsi qu'il se présente en ardent défenseur de la structure patriarcale dans laquelle nous vivons depuis des siècles. Pour Freud, les femmes et les enfants sont des êtres inférieurs qui doivent être éduqués afin qu'elles sortent d'une animalité intrinsèque et qu'elles accèdent aux bienfaits supposés de la civilisation. Une bien étrange conception de l'humain et des rapports sociaux qui nous ramènent au XIXe siècle. Voilà, sur le site internet Regard Conscient, vous pouvez consulter la bibliographie que j'ai utilisée pour cette présentation, ainsi que d'autres ressources intéressantes sur la psychanalyse. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour de nouveaux éclairages psycho-historiques. À bientôt.